Le centre documentaire du CAFES, à l'ENS, conserve les archives et la bibliothèque personnelle de Georges Canguilhem. Anne-Marie Moulin, vous êtes philosophe et historienne de la médecine, mais également médecin, spécialiste en parasitologie et en médecine tropicale, et vous avez notamment travaillé sur l'histoire de l'immunologie. En tant qu'ancien élève de Georges Canguilhem, nous souhaitons recueillir votre témoignage par rapport à son enseignement, vos relations avec lui, la postérité de sa démarche philosophique et de sa pensée, et enfin sur l'histoire et la philosophie des sciences en France telles que vous les avez vues se déployer, se définir l'une au regard de l'autre. Peut-être pour commencer, si vous acceptez de nous parler un petit peu d'où vous venez, de votre famille. D'accord. Ben, écoutez, c'est très simple. D'abord, je suis auvergnate, c'est important. Je suis née à Clermont-Ferrand en 1944. Élégamment, je dis toujours, je suis née à la Libération. Ça leur donne un petit flottement sur la date exacte. En fait, en novembre 1944, après la libération de Clermont-Ferrand. Et j'ai grandi à Clermont-Ferrand. J'ai fait mes études, toutes mes études dans une école privée tenue par des Ursulines, dans le cadre d'une ancienne abbaye. Et au niveau de la classe philo, j'ai déclaré à ma famille que je voulais aller au lycée, avoir un enseignement laïque. Ma famille a été sympa, ils ont accepté. Et c'est très important parce que je suis allée au lycée et j'ai eu comme professeur de philo, à l'époque où la philo représentait le tronc commun d'une année, et la totalité de l'enseignement quasiment d'une année, j'ai eu comme professeur Josette Granier. Ce nom vous dit rien, elle n'est pas connue du tout, mais elle était la femme de Jean Granier, qui est un spécialiste de Nietzsche. Je pense qu'il est mort et j'en sais rien. Par contre, elle est morte très tôt. Et j'ai toujours regretté, c'est pour ça que j'aime à mentionner son nom, parce que je ne l'ai pas fait, j'aurais dû la joindre un jour, lui dire merci, car c'est à cause de son enseignement que pour moi ça a été une évidence, je fais de la philo. C'était une prof extraordinaire. Et quand on voit comment aujourd'hui on oublie le rôle des professeurs du secondaire, j'en suis très choquée parce que certes, Madame Granier n'a pas fait de thèse, mais elle a formé des jeunes philosophes et elle a donné l'enthousiasme pour la philo à des gens qui n'ont pas nécessairement fait des études spécialisées. Donc, à la suite de ça, elle m'a appelée, elle m'a dit « Mademoiselle Moulin », c'était une époque, vous devriez faire Cagne. Bon, très bien. Voilà, j'ai fait Cagne. À l'époque, c'est simple, hein, on vous disait ça. Et alors, la médecine dans tout ça. Alors, je ne me souviens pas quand exactement j'ai entendu parler pour la première fois de Canguilhem, mais c'est sûrement au cours de mon année de philo, parce que Canguilhem avait produit et coordonné des tas de petits bouquins, je ne sais pas s'ils existent encore. Il a fallu que je regarde chez Hachette, je pense, des bouquins orange, toute une collection de petits livres avec des noms du genre Connaissance et Action, etc., qui étaient des morceaux choisis avec des commentaires. Et cette collection était sous la direction plus ou moins de Canguilhem. Donc ce nom est sûrement apparu au cours de mon année de philo, mais je pense surtout que j'ai entendu parler de Canguilhem pour une raison précise et qui explique une coloration de mes rapports avec Canguilhem, c'est Strasbourg. Parce que pendant la guerre, la faculté de médecine de Strasbourg s'était repliée à Clermont-Ferrand, ce qui fait que les étudiants, d'ailleurs c'est presque drôle, avaient un double enseignement, parce que les profs de Clermont n'ont pas voulu ne pas enseigner, donc les malheureux étudiants avaient en double tous les enseignements. Et par contre, ils ont bénéficié d'un enseignement de grande classe pour une fac qui n'existait pas. En fait, c'était une école de médecine qui n'avait donc pas le droit de décerner des doctorats. Et les étudiants en médecine de Clermont allaient passer leur thèse en général à Toulouse. Alors évidemment, je pense que du coup, ça s'est fait, puisqu'il y avait Strasbourg qui était habilité, ils ont pu passer leur thèse. Puisque Canguilhem a passé sa thèse à Clermont, mais avec Strasbourg. Alors, donc, toute mon enfance, mon père était médecin, et
j'avais une idée très précise de ce que c'est que l'exercice de la médecine, puisque le cabinet de mon père était dans l'appartement familial. Donc les malades rentraient par la même entrée que nous. Le téléphone était dans le couloir, ma mère faisait le secrétariat, et de temps en temps on entendait des pleurs et des cris dans la salle d'examen. Donc c'est pour vous dire que pour moi la médecine c'est ça. Je prenais le téléphone, ma mère arrivait, pose le téléphone, ton père peut être appelé. Donc il n'était pas question de passer des heures au téléphone. Et puis le soir, le dimanche, on prévoyait un pique-nique et ma mère arrivait. Ah, mes enfants, votre père a été appelé. Bon, on rentrait, pas de pique-nique. Tout ça, ça marque beaucoup. Et puis il exerçait l'anesthésie dans une clinique et nous, on y allait, c'était comme chez nous, la clinique. Donc c'est pour vous dire, cette familiarité avec la médecine a fait que très tôt, j'ai dû entendre parler de Canguilhem parce que mon père avait été ébloui par les Strasbourgeois. Il parlait de tous les gens qui ont été pour Canguilhem des maîtres et des amis. Par exemple, le physiologiste, j'ai vu qu'il en était question dans le tome 2. C'est un peu ça qui m'a... Charles Kaiser, qui était un physiologiste. Alors, mon père racontait qu'il leur donnait des problèmes épouvantablement compliqués avec des graphiques. Un animal de 70 kilos doit grimper sur une pente de temps. Quelle est l'énergie qui doit... quelle est l'alimentation? Enfin, des choses très compliquées, mais ils voyaient bien qu'ils avaient affaire à un grand savant. Il y avait aussi Marc Klein, qui a été très important dans la mesure où lui aussi, il faisait un peu le pont entre histoire, philosophie et médecine, qui était un histologiste de grand talent et qui a failli être doyen de la faculté de médecine de Clermont après la guerre, sauf que les Clermontois avaient finalement trouvé que les Alsaciens occupaient un peu trop de place. Donc voilà, il y avait donc tout un tas, une pléiade de brillants médecins strasbourgeois, et au milieu de tout ça, mon père parlait de Canguilhem, qui était un philosophe qui avait fait sa thèse de médecine avec les Strasbourgeois. Donc très tôt, et je ne peux pas dire quand, j'ai entendu parler de ce philosophe médecin. Alors je fais ma cagne, et puis je passe le concours de l'école normale, et à ce moment-là, je me dis, si je suis collée, tant pis, je laisse tomber, et je fais ma médecine. Parce que, je ne vais pas doubler, redoubler, c'est casse-pied, c'est un peu humiliant, etc. Et puis, finalement, en philo, la philo, à l'époque, j'avais 18 ans, mais, c'est quand même très abstrait. C'est bien de, quelque part, avoir un rapport avec un métier qui est plus concret, qui m'amène à... j'étais passionnée de politique, je lisais l'Espoir, Malraux, etc., de m'engager. Donc une façon de s'engager dans le concret, c'est par... Et pourquoi la médecine? Tout simplement parce que c'était le métier que j'avais vu. Mon père aurait été tourneur de bois ou je ne sais pas, j'aurais probablement suivi une autre voie. Mais c'était le métier que je connaissais et que j'aimais, que je trouvais ouvert sur la société. Mon père, ça m'a beaucoup marqué, mon père adorait discuter avec ses clients. De temps en temps, ma mère arrivait en disant « Ton père est enfermé avec son malade, ça fait une demi-heure et il y a 30 personnes dans la salle d'attente » ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, quand j'ai été confrontée aujourd'hui à la consultation éclair, voire à la téléconsultation, pour moi, c'est une aberration. Donc j'ai décidé, si je suis collée, je fais médecine. Et puis, j'ai été reçue. Alors là, quand même, j'étais reçue, partir à Paris, tout ça, c'était bien. Et puis, je me suis dit, au fond, je pars à Paris faire de la philo, mais pourquoi pas, comme Canguilhem, et c'est là que Canguilhem arrive comme figure mythique, faire ma médecine en même temps. Bon, donc j'arrive à l'école, et je m'inscris en CPEM, certificat préparatoire aux études médicales. Et puis, je passe un peu sur la difficulté parce que c'était un peu dur. Le niveau de physique et de maths, Dieu merci, n'était pas celui d'aujourd'hui. Mais quand même, il y avait pour moi un saut. Et d'ailleurs, j'ai reçu une lettre collective de Zamansky, Marc Zamansky, qui était le doyen de la fac de sciences, qu'il envoyait à tous les gens qui avaient un bac philo en disant vous avez un bac philo, je vous déconseille absolument de faire des études qui ne vous rapporteront que des déboires.
Et je me souviens d'avoir reçu cette lettre comme un coup dans la... Et je m'étais toujours dit, un jour j'irai voir Zamonski et je lui dirais qu'il m'avait vraiment démoralisé. Puis j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais bon, voilà. Donc et à ce moment-là, alors, Canguilhem dans ma vie, j'avoue que je ne me rappelle pas. J'en ai discuté avec Christiane Chauviré, qui fait partie des gens que vous pourriez interviewer. Christiane m'a dit, je suivais les enseignements de Canguilhem, et je lui ai dit, écoute, je ne me rappelle pas en licence les avoir suivis. Est-ce qu'il y en avait? Probablement, mais je ne me souviens pas. Puisque j'ai fait ce qui était, à l'époque, j'avais fait déjà un certificat à Clermont. Il y avait Foucault à l'époque, j'avais Foucault et Garaudy. C'était les deux personnes connues de Clermont. Et puis, donc j'avais déjà morale sociologie, je suis montée à Paris, j'ai donc fait histoire et philosophie et logique. Bon, ça c'était, et je ne me souviens pas de l'enseignement de Canguilhem. Bon, est-ce qu'il y en avait? J'en sais rien. Et puis, c'est au moment du mémoire, du DEA, que j'ai pris contact avec Canguilhem, peut-être avant, mais je ne me souviens pas. Donc nous avons convenu, donc Canguilhem a su certainement à cette époque, peut-être un peu avant, j'en sais rien, que j'étais à la fois normalienne en philo et je faisais mes études de médecine. Il m'a accueilli extrêmement chaleureusement pour quelqu'un qui pouvait ne pas être chaleureux et qui pouvait être très colérique, qui en jouait un peu, enfin il avait des colères terribles et donc il était redouté. Moi, je n'ai jamais eu rien, pas à me plaindre, mais ce n'est pas le cas, en particulier quand il avait été inspecteur. Après sa carrière dans la résistance, il avait été d'emblée, il avait fait évidemment une carrière politique, et il a été nommé inspecteur, ce qui est un haut poste, pour l'enseignement de la philo. Alors je voulais vérifier 51, je crois, mais enfin assez tôt après la guerre, et pendant une dizaine d'années, où il a terrifié les enseignants, et en particulier les enseignantes. Il avait la réputation de les faire pleurer, et il ne détestait pas cette réputation. Donc voilà. Mais donc ce monsieur terrible n'a pas été terrible pour moi. On a convenu d'un DEA, on disait DEA ou DES, diplôme d'études supérieures, DES peut-être. Et on a convenu d'un sujet d'histoire et de philosophie de la médecine sur les comas dépassés. Donc c'était à cause des progrès récents de la réanimation de cette époque. Il y avait des états intermédiaires, les gens étaient avaient été en arrêt cardiaque, avaient été rattrapés et mis sous machine, et ensuite la machine était autonome, et donc on ne savait pas quand on allait arrêter la réanimation. Et il y avait la notion de coma dépassé, c'est-à-dire qu'on avait dépassé une norme, mais on ne savait pas trop quoi en faire. Et à cette époque, Mollaret et Goulon, qui étaient les réanimateurs de l'hôpital Claude Bernard au nord de Paris, avaient comme devise « Als ich kann », autant que je peux. Et donc c'était l'idée d'une réanimation qui ne s'arrête pas. Et alors là, ça a entraîné des cas dramatiques dont la presse s'est certainement fait l'écho, à savoir des gens qui étaient sous machine pendant 1 an, 2 ans, sans vie de relation et sans contact avec leurs proches. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que récemment, évidemment le sujet que j'ai traité à l'époque a beaucoup évolué, et les critères de la mort cérébrale contre mort cardiaque, transplantation, tout ça a beaucoup évolué. J'ai un petit peu suivi, mais récemment j'ai relu des trucs et c'est un sujet qui a beaucoup évolué, puisque maintenant on préfère dire qu'il n'y a pas une mort, mais il y a des morts. Ce qui était une option philosophique intéressante que je n'avais pas, honnêtement, je suppose que je ne la trouverai pas dans mon mémoire, parce que je pense que je n'avais pas envisagé. On était très obnubilés par l'idée qu'il faut trouver des critères pour arrêter la réanimation. C'était ça le grand problème. Et puis j'avais fait évidemment une petite rétrospective sur les questions, comment dans l'histoire de la médecine et de la philosophie, on avait envisagé la mort, sa définition, etc.
Alors, c'est à cette occasion donc, que mes rapports avec Angoulême sont devenus plus denses. Je suis allée le voir à la fin de l'année, de ma 3e année d'école, puisque je lui avais remis mon mémoire. On a eu une longue conversation. Il n'a pas été totalement élogieux. Il a fait des critiques, mais des critiques enfin, bienveillantes. Et donc, j'ai eu mon mémoire. Et puis, nous avons envisagé l'avenir. Et je lui ai dit que je voulais faire ma thèse avec lui. Je pense que je lui ai dit sur l'histoire de l'immunologie. Et là, il m'a dit fermement que ce n'était pas possible parce qu'il était en train de partir à la retraite. Et là, il m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée: je ne peux pas vous prendre comme thésarde, je ne prends plus de thésard, de façon générale, ce n'était pas propre à moi, parce que je n'aurai plus de dents pour mordre. Et cette phrase, je vous assure de l'authenticité, et c'était bien Canguilhem, il mordait quand il le voulait. Moi, il ne m'a jamais mordu, mais il pouvait mordre. Et donc, j'ai toujours été étonnée de cette phrase, parce que il aurait pu me dire, j'ai pas le temps, je suis fatigué, etc. Bon, non, il a dit, et il a tenu parole à partir de sa retraite, très différent même de moi, puisque moi j'ai continué à travailler et à être présente. Enfin, lui au contraire a pris une retraite digne et s'est retiré de beaucoup de choses. Vous avez peut-être une vision plus précise de son activité après la retraite, mais réellement, à ma connaissance, il n'a plus participé à des enseignements, enfin, je peux me tromper, mais j'ai vraiment... Alors évidemment, ça a modifié les choses parce qu'en même temps, il m'a donné, c'était le mot, à Dagonnier. À partir de là, il a donné tous ses élèves, c'est là qu'on revient à la question, est-ce qu'il y avait des élèves de Canguilhem? En tout cas, tous les gens qui gravitaient autour de lui, il les a donnés à Dagonnier, que nous ne connaissions pas, puisqu'il était à Lyon. Et donc, après ça, donc je l'ai informé que j'avais eu mon CPEM, c'est-à-dire la première, ce qui correspond à ce... comment dire? Au premier cycle. Oui, à ce premier cycle si angoissant, puisqu'après c'est devenu... C'était pas le cas à ce moment-là, ça a été un peu, mais pas totalement, qui est devenu après cette barrière épouvantable que les étudiants ne franchissent pas, et puis ils font 3 ans, et puis ils se retrouvent sans rien. Enfin bref, j'ai heureusement pas connu tout ça. Et donc pendant mon année de diplôme, ben, ça m'a permis de faire ma première année de médecine. Après le CPEM, on faisait la première année de médecine. Quand je suis allée voir Canguilhem pour mon mémoire, ça devait être évidemment au mois d'avril-mai ou quelque chose comme ça. Je n'avais pas encore les résultats, je n'avais pas encore passé l'examen de première année. Vous verrez pourquoi je précise ça. Et puis, Canguilhem a donc été, à partir de là, pour moi, une espèce de présence tutélaire qui s'est révélée une présence tout à fait providentielle, parce que, je ne sais plus quand, on a appris à l'école que je faisais ma médecine. Et j'ai été convoquée de façon disciplinaire par la surveillante générale. Je dis toujours que je ne dis pas son nom, mais c'est facile de trouver quel est son nom, qui m'a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'apprends que vous faites votre médecine, mais c'est... voilà, on vous demande de passer la grègue et c'est tout. Bon, d'accord. D'ailleurs, Madame Dury, la directrice de l'école normale, ça c'est mon petit moment féministe, je ne le rate pas. Quand on était rentré à l'école, au lieu de nous ouvrir des grands horizons comme ceux de l'école normale aujourd'hui, elle nous avait dit, écoutez, c'est épouvantable, il vient d'y avoir un incident, il y a une fille pour qui je m'étais battue, une normalienne pour qui je m'étais battue, qui avait un poste à l'école française de Rome, donc une chose très prestigieuse, et voilà, elle se marie, puis elle veut faire des enfants, et elle ne veut pas aller à Rome. Alors, une leçon pour vous, passez l'agrégation, enseignez, et puis voilà. C'est pas la peine que je me batte pour vous faire avoir des postes que vous n'êtes pas capable d'assumer. Et alors, justement, pour revenir sur ces études de médecine qui ont posé problème à l'administration de Sèvres, d'avoir des normaliens en philosophie qui entreprennent des études de médecine, c'est quelque chose qui s'est vu
sur les générations donc, de Canguilhem, un peu avant ou un peu après. Ça a même été quelque chose d'assez... Enfin, je veux dire, beaucoup de philosophes partaient faire médecine pour faire de la psychiatrie. Alors, beaucoup, non. Alors, le conte a été un petit peu fait à l'occasion d'un bouquin édité par, pas par Marie Gaille, par C'est Claire Crignon. Claire Crignon, voilà. Donc, Claire a édité ça, et à cette occasion, elle a mentionné les philosophes qui ont fait leur médecine. Alors, avant moi, celle qui a été connue et importante, c'est Anne Fagot, qui a 4 ans de plus que moi, 4 ou 5. Et donc, elle, c'était... Et d'ailleurs, ça a eu joué un rôle par rapport à mon positionnement, parce que Anne a choisi la psychiatrie comme spécialité, elle est psychiatre, et elle est spécialisée en logique et philosophie des sciences et éthique. Et quelque part, pour des tas de raisons, je ne me suis pas du tout dirigée vers l'éthique. Et bon, je me suis dirigée vers la médecine tropicale, la parasitologie, ce qu'on appelle aujourd'hui la santé globale. Et puis l'éthique, j'ai en fait essayé avec beaucoup de constance pendant des années de ne pas me mettre dans l'éthique, pour des tas de raisons. Voilà, donc... mais après moi... ben non, il n'y a pas tellement eu de gens qui ont fait médecine et philo en même temps. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Pardon ? Il n'y a pas eu beaucoup de femmes, je dirais, à part... Ben non. Surtout si c'était aussi compliqué avec Sèvres. Alors, avant nous, il y avait eu Lagache, Daniel Lagache, normalien, qui avait fait philo et médecine. Il y avait Madame Favès-Boutonnier, qui a été prof à la Sorbonne. Alors, c'est pareil, moi j'ai suivi ses cours, mais avec vous voyez, la distance qu'il y avait entre, etc. Et la psychiatrie, justement, j'ai lu à propos de... Mais ça, il ne faut pas que je mélange les choses que je viens d'apprendre récemment et puis les choses d'autrefois. Je ne savais pas qu'Angoulême n'avait pas été passionné par la psychiatrie. Moi, j'avais été complètement révoltée par la psychiatrie. Dans le cadre du certificat de psychologie, en 65 ou 64, j'avais suivi les leçons de Delay, du professeur Delay, à Sainte-Anne. À l'époque, c'était des événements mondains. Il y avait des leçons où on faisait venir un malade sur le podium, avec 50 personnes dans la salle, et où on lui posait des questions du genre est-ce que vous avez couché avec votre père, etc. Et de temps en temps, il y avait des malades qui refusaient de parler, qui se sauvaient, la surveillance allait les récupérer. J'avais été horrifiée. Et je me suis dit, la psychiatrie, jamais. Et j'ai tenu parole, parce que j'ai fait un stage de psychiatrie qui m'a, je le raconte ça, je crois, dans le bouquin, qui m'a complètement... Et donc, au contraire, j'ai même flirté avec la chirurgie, parce que je trouvais que la chirurgie, d'abord, obtenait des résultats, et puis qu'il y avait justement un côté très sain pour bien voir en clair les méthodes, les résultats, etc. Et j'ai été absolument passionnée par la chirurgie infantile à Trousseau, chez le professeur Chigot, donc ça m'a... et puis finalement, c'est la médecine tropicale qui m'a enthousiasmée à la Salpêtrière avec Gentilini, qui était un département ouvert sur le monde, les ONG, etc. Donc c'était tout un... Voilà. Mais là, c'est mon évolution propre, elle n'est pas... Mais je pense que je partageais avec Canguilhem une certaine suspicion de la psychiatrie et à l'égard de ses fondements philosophiques et de ses comportements pratiques dans le cadre des services fermés en particulier. C'est ce que je raconte dans le bouquin. Voilà. Est-ce que j'ai... Ben, j'ai un petit peu... Alors... Est-ce que j'ai répondu Enfin, j'ai répondu en ce qui concerne mon curriculum. Donc, ça a été vraiment, Canguilhem a été l'influence, si vous voulez, à la fois quelque part, la garantie que j'avais une direction qui était légitime. Je le réalise maintenant, hein, parce que je pense qu'à l'époque, je réagissais au jour le jour, qui a quand même été une puissance tutélaire qui m'a abritée,
et qui m'a abrité pour aller jusqu'au bout de façon constante et paradoxale, parce que je parlais de liberté. À aucun moment, Canguilhem ne m'a imposé, par exemple, de suivre son séminaire. Alors, vous pouvez le regretter, parce que du même coup, je ne peux pas vous raconter grand-chose sur son séminaire, puisqu'au début du diplôme, il m'a dit « Vous faites votre première année de médecine, vous n'avez pas le temps, donc je vous dispense de venir à mon séminaire. » Alors, j'ai dû aller quand même à quelques séminaires. J'ai été à celui où il y avait Marie-Josée Monzin, qui est quelqu'un que vous pourriez aussi interviewer, parce que Marie-Josée Monzin, elle était une année avant moi, la promo une année avant moi. C'était une personnalité très... Vous voyez qui c'est ou pas? C'est une philosophe de l'image. Elle a écrit beaucoup sur l'image. C'est une byzantiniste. Elle a été reçue première à la grecque l'année avant moi. Et c'était vraiment une... Elle n'est pas morte du tout, et donc c'est une grande personnalité. Et Canguilhem disait, il faut la brider, il faut le... Enfin, oui, il parlait d'elle comme d'un cheval qu'il faut cadrer. Et il disait, il faut qu'elle parte au lycée. Pour les filles, c'est comme si elle faisait son service militaire. Voilà la façon dont il parlait. C'est pas du tout ça. Et donc, je pense que Marie-Josée, à cause de ça, a dû partir pendant 1 an ou 2, ou je ne sais pas, ça faudrait lui faire dire, dans un lycée. Et c'est Canguilhem qui avait trouvé que, parce que c'était une fille qui... Elle était assez éblouissante, elle faisait pas médecine, mais elle voulait concilier, comme elle m'a expliqué une fois, faire à la fois des travaux sur les maqams dans la philosophie arabe, vous savez, et dans la musicologie arabe, c'est des motifs musicaux, et puis la mythologie, et puis je sais pas quoi d'autre. Elle avait des tas d'idées, etc. Et donc tout ça, comme un cheval fougueux. Donc Canguilhem avait prévu qu'il fallait la cadrer, et puis qu'après, elle ferait son chemin. C'est ce qui s'est passé. Elle est devenue prof à Paris 8. Et puis elle a écrit beaucoup sur de l'image, de la vision. Et elle pourrait vous parler de Canguilhem, parce qu'elle devait aller à son séminaire, puisque je l'ai écouté. J'ai aussi écouté Bernard Balland, qui doit être mort, qui avait fait quelque chose sur la mort des espèces. Qui était spécialiste de la biologie au XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà, mais je n'ai vraiment pas suivi son séminaire. Donc, de ce point de vue-là, je ne vous apporte pas grand-chose. Disons que Canguilhem est resté autour de moi comme une sorte de présence tutélaire qui s'est manifestée chaque fois de façon très positive. Alors, la fois suivante, ça a été quand j'ai reçu une proposition d'aller à Berlin au Wissenschaftskolleg. C'est une institution qui a été créée sur le modèle de Institute for Advanced Studies de Princeton et qui avait à sa tête à l'époque Wolf Lepenis, qui était un élève allemand de Canguilhem. Et Canguilhem avait d'abord proposé le nom de Claude de Bru, qu'il aimait beaucoup et qui en plus parlait allemand, ce qui n'est pas mon cas. Et puis Claude a refusé, et donc Canguilhem a proposé mon nom. Donc on m'a proposé d'aller comme fellow 1 an à Berlin, et j'ai accepté, et c'était probablement ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, parce que c'était une année géniale. Berlin avant la chute du mur, un petit foyer, etc. Et c'est Canguilhem qui a donné mon nom à Lepenis. Voilà. Donc ça se faisait de façon occulte. Il veillait sur moi, quelque part. Et puis, il veillait sur moi, et c'est là que s'est située la première fissure, quelque part, avec Canguilhem. Parce que, comme je vous l'ai dit, nos rapports étaient empreints d'une grande confiance, d'un grand intérêt mutuel. Et alors, peut-être que je ne suis pas très ordonnée dans mon... je pense que j'avais quelque chose que personne d'autre n'avait avec Canguilhem. 1, à cause de la médecine, et 2, à cause de Clermont-Ferrand. Parce qu'il pouvait évoquer avec moi des souvenirs liés à Clermont.
Et c'est comme ça que, alors à la médecine, à plusieurs reprises, et ça a été repris dans les mémoires, dans les œuvres complètes, Canguilhem n'a réellement jamais exercé la médecine. Par contre, j'ai découvert dans l'introduction qu'il avait vraiment fait des stages, parce que ça a été recherché, il m'en a jamais parlé, et il a fait des vrais stages, mais c'est tout. Il n'a pas été interne. La grosse différence avec moi, c'est que moi j'ai passé l'internat, et j'ai été 4 ans interne, ce qui m'a valu les ennuis. Bon. Donc j'ai exercé en tant qu'interne. Un interne, c'est vraiment un médecin qui exerce. C'était quelque chose qui plaisait beaucoup à Canguilhem, qui me reconnaissait en quelque sorte le fait que j'avais fait quelque chose que lui n'avait pas fait, qu'il avait fait la médecine essentiellement quand même pour le corpus de connaissances que ça représente, le type de raisonnement que ça fournit, le rapport évidemment avec des conduites, mais qu'il n'avait pas expérimenté. Et c'est là qu'il m'a fait quelques confidences à la rue du Four, dans son bureau de la rue du Four. Il m'a dit qu'il n'avait jamais exercé la médecine, sauf au maquis. Et là, il m'a dit, au maquis, j'ai eu à soigner un résistant qui avait été blessé et qui avait un membre qu'il fallait amputer. Et a-t-il ajouté, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, parce que le membre était déjà déchiqueté, donc il a eu juste à achever de couper, d'amputer le membre. Et là, évidemment, alors il marquait un temps d'arrêt, avec visiblement une grande émotion en se souvenant ça. J'ai jamais osé lui demander si le type avait survécu. Et puis il se mettait comme ça. Il mettait ses doigts comme ça, et puis il laissait passer un long temps. Et là, moi j'étais là, j'attendais et je posais aucune question. Donc il m'a raconté cette amputation. Et puis il faisait des petites réflexions amusantes. Par exemple, il a fait quelques critiques historiques et philosophiques sur mon mémoire, mais il a ajouté « Ah, vous importerez chez les médecins un style dont ils n'ont pas l'habitude. » Et là, il avait l'œil pétillant et moqueur. Ça, évidemment, c'était extra. Si vous voulez, je ressentais une espèce de connivence qui, pour moi, qui a été probablement un sauf-conduit et quelque chose qui m'a tenu chaud au cœur toute ma vie. Hein. C'est cet échange dont je pensais un peu qu'il était unique entre nous. Et puis, alors c'est là qu'il y a eu une sorte de blessure, parce que quand je suis partie à Berlin, je suis donc arrivée à Berlin en 83, c'était encore Berlin-Ouest, j'étais dans la zone américaine, j'étais en face de la maison du général de l'armée d'occupation. Pour vous, c'est toute une histoire passée, complètement passée. Berlin était au lendemain de la guerre. Il y avait encore le coup d'âme, les Champs-Élysées qui étaient coupés en deux par le mur. Je ne sais pas si vous connaissez Berlin. Et vous aviez la silhouette de la Gedächtnis, cette église décapitée qu'ils ont laissée exprès pour même... Bon. Et donc j'ai eu l'impression que j'arrivais à Berlin au lendemain de ma naissance. Tout était figé, la situation politique était figée, il y avait le mur, etc. Et puis il y avait les Allemands, ce peuple dont je ne parlais pas bien la langue et qui pour moi était lié à la Gestapo, enfin bon. Et donc j'ai éprouvé des sensations très contradictoires qui sont complètement différentes de ce que éprouvent les fellows d'aujourd'hui. Et j'ai éprouvé le besoin de raconter tout ça à Canguilhem. Et malheureusement, je n'ai pas gardé ma lettre. Je lui ai envoyé une grande lettre où je lui expliquais, voilà, je suis à Berlin. Ah, je me pose des questions. L'Allemagne, comment l'Allemagne a-t-elle pu évoluer? Comment a-t-elle pu oublier le nazisme? Etc. Comment on peut se replonger dans la langue allemande, la philosophie allemande? Enfin bref, je lui ai parlé comme un ami. Et j'attendais, pour le coup, une sorte de guide spirituel et politique. Et j'ai envoyé la lettre. Et j'ai jamais eu de réponse. Et pour moi, c'est une blessure. Parce que, alors, est-ce que la lettre a été perdue par la poste? Peu vraisemblable. J'écrivais à Marly, il habitait Marly.
Est-ce qu'il a trouvé que je lui écrivais une lettre trop intime, trop personnelle? C'est un peu l'hypothèse que j'ai retenue, parce que plus tard, je me suis posé des questions que je ne m'étais pas du tout posées au début, avec Françoise Duroux. Françoise Duroux est une philosophe que vous interviewerez pas parce qu'elle est morte depuis longtemps. Et Françoise et moi, on a été interviewés dans une émission, je pense que c'était à France Culture, où on était 4. Je pense qu'il y avait Claude Debru, quelqu'un que je ne sais plus, Françoise Duroux et moi. Et on nous a posé des questions un peu comme vous les posez sur nos rapports avec Canguilhem, etc. Et on a bien vu qu'il y avait une différence entre la façon dont les garçons évoquaient Canguilhem, qui les tutoyaient, je pense qu'ils tutoyaient Claude, les invitait chez lui à manger un cassoulet, leur parlait de rugby et de choses masculines, que, évidemment, à l'époque, et puis avait avec eux des rapports simples, directs, sinon à égalité, du moins à égalité de genre. Et qu'avec les filles, il était extrêmement réservé. Est-ce parce que les rapports entre professeurs et jeunes étudiantes sont... J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je ne le vivais pas comme ça. Mais Françoise, qui était beaucoup plus féministe que moi, était très remontée sur cet aspect. Elle pensait que, par définition, Canguilhem ne pouvait pas avoir avec ses étudiantes des rapports proches, comme ceux qu'il avait avec les garçons. Peut-être qu'il était aussi pas persuadé que les filles étaient des interlocutrices. Moi, j'ai échappé à tout ça parce qu'à cause de la médecine, je me suis toujours sentie dans une catégorie à part. Et donc, je n'ai pas souffert du tout d'un complexe d'infériorité. Par contre, le fait qu'il ne m'ait pas répondu pour me parler des rapports franco-allemands, je suppose que ça rentrait dans une zone intime. Quand j'ai lu Thomas Mann a écrit, pendant la guerre, il faisait des émissions à destination des Allemands pour les persuader. Et franchement, c'est un problème qui est d'actualité pour l'Ukraine aujourd'hui. Il a fait des émissions pour les Allemands en disant aux Allemands, mais débarrassez-vous d'Hitler, parce qu'un jour vous allez perdre, vous allez être battus et vous allez payer. Donc, pour éviter de payer, dès maintenant, révoltez-vous. Comme vous savez, ça n'a pas servi. Mais, donc, il y avait tout cet aspect dont j'aurais aimé parler avec Canguilhem. J'ai aussi rencontré des descendants du mouvement d'Irote Capelle, qui a espionné pour le compte de l'URSS et qui ont été tués, assassinés, exécutés. Comment il s'appelait enfin, vous voyez qui je veux dire? Ça vous dit quelque chose, d'Irote Capelle? C'est ce mouvement de trahison d'Hitler au sein même des institutions qui s'est terminé, évidemment, très tragiquement. Donc j'avais envie de parler avec lui de tout ça, du refus de l'État, du droit de s'insurger, des crimes contre l'humanité. Et finalement, non, ça ne s'est pas fait. Ceci dit, il est resté toujours cette présence tutélaire, puisque après mon année de Berlin, j'ai voulu partir aux États-Unis et Canguilhem m'a fait avoir une bourse de l'OTAN. Je m'en vante pas, mais il faut être honnête, j'ai eu une bourse de l'OTAN. Ce n'était pas une bourse militaire, c'était une bourse, l'OTAN donnait des bourses à des gens qui partaient aux États-Unis. Donc j'ai eu une bourse d'1 an pour aller aux États-Unis, je suis restée aux États-Unis 4 ans, et donc ça a été pour moi une chose importante. Et j'étais à Harvard, dans le département d'Everett Mendelssohn, et Everett Mendelssohn était un admirateur de Canguilhem. Donc ça faisait partie du petit volant pas très important de gens qui connaissaient l'œuvre de Canguilhem, même si Mendelssohn n'était pas francophone, mais il avait de l'admiration pour Canguilhem et disons que ça me permettait d'avoir une certaine aura. Mais à l'époque, c'était vraiment Foucault qui était le philosophe français pour l'Amérique. Voilà, alors, une dernière touche, si vous voulez, pour caractériser Canguilhem. Je pense que Canguilhem était quelqu'un d'extraordinairement vif-argent. Enfin, il était petit, mais très en mouvement, l'œil pétillant, et
il pouvait être injuste. Il l'avait certainement été avec une partie des enseignantes en philo qui faisaient pleurer. Il n'a jamais été avec moi. Mais il pouvait être injuste et je dirais presque méchant. Par exemple, quand il avait été dans le jury de Jean-Claude Pariente, qui avait fait sa thèse sur la connaissance de l'individu ou de l'individuel, c'était à la Sorbonne, dans un grand amphi. Quand Guilhem était à la table de jury, tout d'un coup, il s'est effondré en se mettant dans cette position, ce qui déjà dérangeait. Au lieu d'être impassible comme ça, tout d'un coup, il s'est effondré en regardant l'impétrant d'un air, etc. Et puis tout d'un coup, il lui dit « Avez-vous un chat, monsieur Jean-Claude Pariente ?» Alors Pariente, embarrassé, dit « Oui, non. » Et quand Guilhem lui dit « Si vous aviez un chat, vous sauriez ce que c'est qu'un individu. » Et alors, toute la salle s'est retenue de rire. Et je pense que le pauvre Pariente, je ne sais pas s'il s'en souvient, il est mort, donc voilà. Mais il pouvait faire... C'est terrible de dire ça. C'est vraiment terrible. Enfin, plus j'y pensais après, plus j'ai trouvé que c'était épouvantable. Et il était injuste, même en ma faveur. Par exemple, quand j'ai passé la grecque, les épreuves écrites, on était, je ne sais pas, 300 dans une espèce de grande salle. Et à l'époque, comme président du jury, il venait surveiller, enfin il était dans la salle. Et puis il se baladait entre les tables, et il était venu, dans ma promo, on était 3 philosophes, il y avait Catherine Audard, c'est aussi quelqu'un que vous pourriez, puisqu'elle était philosophe, il y avait, on était 3, Catherine Audard, Poncet, son prénom, quelque chose Poncet, et moi. Et donc Catherine était enceinte, très enceinte, et elle avait apporté un petit coussin. Et elle s'était mis le coussin dans le dos. Et quand Guilhem gentiment passe à côté d'elle et lui dit « Ça va, c'est pas trop dur, vous êtes confortable ?» C'était gentil. C'était un peu... Ça se fait pas normalement de faire ça, mais bon, c'était gentil. Et puis il arrive vers moi. Moi j'étais donc à ma table en train d'écrire, et il me dit « Votre première année de médecine, vous l'avez eue ?» Je le regarde, je dis « Oui, monsieur. » Et il me dit « C'est bien. » Il m'a donné 3 points ce jour-là. Après ça, ma plume, comme ça. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai réfléchi, mais c'est injuste, il n'avait pas à te dire ça pendant les épreuves. Je ne sais pas si vous partagez mon... Enfin, je pense que déontologiquement, ça se discute. En tout cas, je peux vous dire que moi, ça a été positif. Et quelque part, il était injuste, il était capable d'être injuste. Quand il détestait quelqu'un, là, quelqu'un pouvait faire ses paquets. Et en même temps, il était aussi, il rétablissait l'équilibre. Quand il aimait quelqu'un, il aimait beaucoup François Delaporte, et c'est probablement... Alors, François a fait... Je suppose que l'histoire est plus compliquée que ça, mais un des points délicats a été qu'il avait donné François à Dagonier, comme moi. Et à un moment donné, François a décidé de quitter Dagonier et de devenir thésard avec Foucault. Et il a annoncé ça à Canguilhem, qui est rentré dans une grande colère et qui lui a dit vous faites la faute de votre vie ou quelque chose comme ça, mais quelque chose de vraiment... Et bon, François a dit ben voilà, c'est comme ça, je ne sens pas Dagonier comme professeur, comme patron de thèse, j'aime Foucault, je veux être avec Foucault. Et voilà, il a pris sa décision. Et Canguilhem était furieux. Est-ce la seule raison? En tout cas, c'est sûrement une des raisons pour lesquelles il y a eu un grand froid. Et puis, le temps a passé, puis François était très malheureux de cette... Et puis, je ne sais pas à quel moment, faudrait qu'il soit là, je ne sais pas, ils se sont réconciliés. De même que Canguilhem était brouillé avec Foucault. Canguilhem, alors, les relations entre Foucault et Canguilhem prouvent une chose, qui est encore là quelque chose qui me... Ça, c'est un peu tardif en y réfléchissant.
je pense que Foucault était presque le seul, c'était au fond un élève de Canguilhem, Foucault, mais c'est un élève que Canguilhem a reconnu comme un maître, ou un co-maître, ou un égal, si vous voulez. D'ailleurs, il le cite, et pour en revenir à une citation de Canguilhem à ce propos qui est très émouvante, quand on a discuté de mon mémoire, je me souviens très bien, il m'a dit « Ah, vous avez un sujet passionnant, la mort, etc. Vous avez lu ce que Bichat a dit sur la vie et l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Et puis il a dit Michel Foucault a écrit des pages superbes dans Naissance de la clinique. Il a écrit « Ouvrez quelques cadavres ». Bon, c'est Bichat qui a dit ça. Et Foucault a commenté ce texte. Et là, Canguilhem me dit, vous vous rappelez ce passage, ouvrez quelques cadavres, un silence, ça m'arrache des larmes. Et là, il se remet avec, vous voyez, cette position, il médite. Et moi, oh, ça m'arrache des larmes. Donc il y avait vraiment des moments d'intimité, mais en même temps, des moments où le rapport, c'est comme ça que je l'ai vécu, restait en surplomb. C'est-à-dire que je n'étais pas son égal, je n'étais pas Foucault, je n'étais pas son égal. Et s'il attendait beaucoup de moi, ce n'était pas complètement sur un plan d'égalité. Et c'est là que survient ma deuxième blessure. Donc il a lu ma thèse. Et je découvrirai, je ne sais pas du tout ce qu'il a dit. Ah ben la soutenance, il y a la soutenance. Non, ce n'est pas la soutenance, j'ai confondu. De toute façon, il n'était pas dans le jury. Hein. Donc mon jury, c'était Dagonier qui le présidait, et Canguilhem, bien sûr, n'était pas dans le jury. Donc il a pas... Et puis je pense qu'il n'a peut-être jamais rien écrit sur ma thèse. En tout cas, j'étais très déçue parce qu'un de ses derniers papiers, je pense même le dernier, parle d'immunité. Et il y a quelque part dans le titre, je crois, l'expression « concept en attente ». C'est pour ça que je l'ai repris dans le chapitre que j'ai consacré à Canguilhem, dans le bouquin, le colloque qui lui était consacré. Alors, immunité, je me dis, il va me citer. Je regarde en bas, rien. Oh, je me dis quand même, il parle d'immunité et j'écris ma thèse là-dessus. Il ne me cite pas. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, ben, tu vois, c'est comme ça. Tu n'es pas dans son horizon des gens qui sont citables. Et d'ailleurs, dans votre volume 2, vous avez fait un répertoire de toutes les citations. Dans l'ensemble, ce sont presque exclusivement des citations du 19e et du 18e, quelques-unes du 20e. Pour les médecins, il y a effectivement des médecins qui sont cités, je pense des gens comme De Gosse, dont il était assez proche, etc., Péquignot. Mais finalement, pas d'étudiants, sauf Foucault, puisqu'un cas vraiment très particulier, je pense, et je peux me tromper, qu'en tout cas c'est rarissime qu'il mentionne ses étudiants. Mais pour l'immunité, ça me paraissait incontournable, qu'il parle Et j'ai bien été obligée de reconnaître quelque part, au détriment de ma fierté, qu'on n'était pas des interlocuteurs ou des références pour lui. C'est comme ça. Alors, si on est méchant, on peut peut-être considérer, c'est peut-être vrai, que passé un certain âge, l'horizon se stabilise et qu'on n'intègre pas de nouveaux dieux dans le Panthéon. C'est une hypothèse. Et j'y pense quand je cite mes étudiants, ça m'a marqué. Je veux dire que je pense que c'est important qu'il reste pour moi des interlocuteurs, y compris des interlocuteurs qui m'apportent des choses. Et ça, c'est un petit peu en me démarquant de cette blessure ancienne, qui est que je pense que quelque part, je ne suis pas devenue une référence pour la philosophie de la médecine de Canguilhem. Peut-être en partie parce que j'étais quand même sur le versant un peu de la pratique de la médecine et des liens entre la philosophie et la pratique de la médecine, mais pas seulement. Je pense qu'il y a des explications plus anthropologiques et plus psychologiques.
Dans votre thèse, vous disiez vouloir mener une épistémologie de terrain. Oui, bah c'est une expression probablement un peu facile pour dire qu'effectivement, ce que j'ai beaucoup revendiqué, c'est précisément d'avoir eu un exercice de la médecine, un vrai, c'est-à-dire d'avoir fait des gardes, d'avoir su ce que c'était que la nuit, arriver, pousser la porte et voir arriver quelqu'un dont je me dis, ben, il va falloir que tu détermines ce qu'il a, ce que tu dois faire. Et j'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus que j'ai appelé « Le cauchemar de l'interne de garde », où j'expliquais qu'en fait, la nuit à l'hôpital, on n'avait pas seulement des choses dramatiques comme des insuffisances cardiaques ou respiratoires, mais on avait aussi des gens en détresse pour des raisons sociales, personnelles, du genre le type qui n'avale pas sa salive depuis 24 heures ou d'autres choses. Où l'hôpital, la nuit, pour moi, c'était vraiment le lieu de toutes les détresses, y compris des détresses qui n'ont rien de médical et d'organique. Voilà. Donc c'était, de plus en plus, je me suis rapproché de l'anthropologie dans la mesure où la pratique médicale était pour moi une expérience de la diversité humaine, de la complexité des situations, loin, si vous voulez, des... Et j'ai pas pu parler de ça avec Canguilhem parce que les choses ont évolué après, récemment, vers la standardisation des protocoles. J'ai eu récemment une discussion avec Madame Buzyn, l'ex-ministre, qui m'a dit pour les médecins, il n'y a plus qu'une voie, c'est la science. La science, rien que la science. La science, le protocole, l'exactitude. Et là, je pense que ça pose sur le terrain des problèmes épistémologiques. Est-ce que vraiment la science médicale est capable d'informer toutes les décisions, tous les comportements? Est-ce qu'il subsiste une marge de variation, en particulier en raison des rapports entre le malade et le médecin? Alors, Madame Buzyn était à couteau tiré avec Raoult, puisque ça a été un peu la tasse de thé de Raoult de dire que le médecin a le droit de faire ce qu'il veut quand il pense que c'est pour le bien de son malade. Et là, je pense qu'elle a raison. Mais en même temps, la façon dont elle a dit, on a été à une table ronde ensemble il y a 2 jours, elle a dit que pour elle, le médecin était celui qui ne sort pas du sentier tracé par les protocoles. Protocole d'expérimentation, protocole de recherche, mais aussi protocole de soins. Et qu'il n'y a pas de religion en dehors de la science établie. Donc, si vous voulez, mon épistémologie de terrain, c'est justement à partir d'une expérience qui est datée, qui est, comme on disait autrefois, qui est temporo-spatiale. C'était Sartre, avec toutes ses catégories de l'existentialisme, elle est située, et je ne peux pas complètement dissoudre ça dans un rapport simple avec des protocoles établis par la majorité d'un corps spécialisé. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, vous direz ce que vous en pensez, mais il y a d'un côté, vous savez, la médecine fondée sur l'épreuve. Oui. Et de l'autre, la pratique du clinicien de terrain qui s'oppose ou dialogue difficilement. Ben pour Madame Buzyn, elle a d'ailleurs mentionné explicitement l'EBM, Evidence-Based Medicine. C'est visiblement l'alpha et l'oméga de la médecine. Et là, moi, je ne suis pas d'accord pour des raisons à la fois philosophiques et historiques, parce que, en particulier à l'âge que j'ai, quand je jette un coup d'œil sur le passé, j'ai vu arriver des idées en médecine que j'ai vu répudier plus tard. Des comportements, des traitements, l'infarctus du myocarde traité par le repos absolu à tel point qu'on interdisait que les gens se peignent, parce que c'est un effort. Et puis ensuite, on a mis les gens sur des bicyclettes. Bon, ça laisse une trace. Ça laisse une trace. Et à propos du Covid, c'est pareil. Si vous voulez, les événements récents, en particulier les 2 ans de Covid, ont fait que je me suis remise en question à propos
de la façon dont on a dit, on n'a pas de protocole, on a fait n'importe quoi au début, puis finalement maintenant on sait ce qu'il faut faire, etc. Donc cette espèce de va-et-vient des connaissances, d'hésitation, ne m'encourage pas à être absolu dans ma confiance dans les protocoles, tout en reconnaissant qu'il faut bien trouver pragmatiquement, et là on peut se référer à Descartes. Et d'ailleurs, à propos de Descartes, il y avait probablement une exception dans cette Canguilhem adorait une de ses étudiantes, c'était Evelyne Schuster-Aziza. Est-ce qu'elle est encore vivante? Alors, c'était une très jolie fille, et on plaisantait un peu sur le fait que, visiblement, Canguilhem, la trouvait. Et il adorait, elle a publié, je crois que c'était chez Vrin, un livre sur un thème que Canguilhem adorait et qu'elle a traité pour sa thèse, c'est le médecin de soi-même. Alors Evelyne a fait son... Et je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue, parce que ce n'était pas une normalienne, elle ne faisait pas partie de... Comment elle était arrivée là, j'en sais rien. Mais si elle est encore vivante, ce qui est possible, hein, voilà. Et il aimait beaucoup Evelyne et il trouvait très important qu'on traite ce thème, le médecin de soi, comme le disait Descartes, parvenu à un certain âge et ayant une certaine expérience, les hommes en général, devraient être capables de se soigner et même de vivre très vieux. Un point intéressant dans vos publications, c'est tout ce que vous avez fait autour de la médecine arabe. Alors ça, il n'y a pas vraiment grand rapport avec Canguilhem. Il y a un rapport très distendu parce que mon enfance a été assombrie par la guerre d'Algérie. Donc l'année d'agrég, j'ai passé une année au Langso, j'ai fait ma première année d'arabe. Et à partir de là, j'ai continué à faire de l'arabe. Au départ, c'était pour des raisons plutôt politiques. Mais évidemment, très vite, je me suis intéressée à la médecine arabe. Donc j'ai vu que vous ne l'avez pas dans mon... On était 4 avec Vincent Barras, qui est le directeur de l'Institut d'histoire de la médecine de Lausanne. On a fait une traduction d'un traité de médecine arabe savante en Mauritanie au XIXe siècle. Donc on l'a traduit et puis on a fait à 4, avec Corinne Fortier, qui est anthropologue au Collège de France, on a fait une traduction de ce texte qui date du XIXe. Donc voilà. Et puis à partir de... Mais franchement, ça n'a pas grand rapport avec Canguilhem. Et c'est venu plus tard, puisque plus tard je suis partie en Égypte 4 ans. Et donc, Canguilhem n'était plus du tout dans mon... Non, je ne me souviens pas, pour être honnête, d'en avoir parlé avec lui, parce que je me suis vraiment mise à lire les textes. Et là encore, vous savez, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, et peut-être des choses trop diverses et pas assez articulées. Mon père me disait tout le temps, tu te disperses, oh là là, la médecine arabe, tu ne crois pas qu'il faudrait que tu sois plus cadré? Et c'est comme ça. Et je disais toujours, chacun a sa façon d'être philosophe. Il y a ceux qui font dans leur vie une seule chose, mais la font bien, et moi j'en fais probablement beaucoup, et pas forcément bien. Voilà. Mais la médecine arabe, je crois que pour moi c'était aussi important, parce que il y avait tout ce problème du rapport entre le passé et le présent, entre l'histoire de la médecine et la philosophie de la médecine. Dans le cas du monde arabe, plus encore que dans le monde franco-européen, il y a cette espèce de rupture qui font que mes étudiants, c'est un échec pour moi, étaient blessés par cet échec. La médecine arabe a eu une période très glorieuse et elle a été beaucoup plus importante qu'on le dit dans la transmission de l'héritage grec. Un normalien connu, comment il s'appelle, Marwad Rached, qui est à la rue d'Ulm, il a écrit « Les Grecs, les Arabes et nous », quelque chose comme ça, pour rappeler dans le contexte politique que vous connaissez que les Arabes sont pas seulement des transmetteurs vulgaires,
mais aussi des passeurs au sens fort du terme, de la médecine de l'Antiquité, de la philosophie de l'Antiquité, à nous. Mais la plupart des étudiants arabes, maghrébins et Moyen-Orient sont traumatisés par le fait qu'on a été un grand peuple, on a fait des choses extraordinaires, et puis là-dessus, rien. Et puis, il y a la médecine contemporaine qui n'a aucun rapport avec la médecine de l'Antiquité. Et moi, j'ai passé ma vie à essayer de faire un lien entre les deux. Montrer que, d'abord, il y avait eu des choses qui avaient subsisté, ce n'était pas complètement une rupture et puis un vide. Et j'ai poussé des étudiants à travailler sur la période intermédiaire, par exemple sur le 19e. J'ai eu beaucoup de mal. Où les étudiants connaissaient bien l'arabe littéraire, et à ce moment-là, ils voulaient absolument travailler sur des manuscrits anciens, Avicenne, Averroès, etc., où ils n'étaient pas capables de travailler sur les manuscrits parce qu'ils ne connaissaient pas assez bien l'arabe littéraire. Et à ce moment-là, ils faisaient soit des travaux de médecine, 15 cas d'infarctus du myocarde dans la région de Gabès, ou bien des choses pointues en génétique, etc. Mais c'était très exceptionnel de trouver des gens qui associaient la curiosité pour l'un et pour l'autre, et puis qui aussi, il y avait cette façon de voir, la médecine ancienne, c'est tout à mettre au panier, etc. Donc c'était très difficile de montrer que, par exemple, la saignée qui est ridiculisée, Molière est passé par là, que la saignée, ça avait une certaine logique et qu'il y a beaucoup d'idées qui sont intéressantes. Peut-être que je fais des erreurs en tant qu'historienne, mais je pense qu'on peut trouver des choses. Je vous donnerai juste un exemple, et ça, je pense que j'en avais parlé avec Canguilhem. La transfusion, parce que ça, c'est vraiment très vieux. François de Laporte avait des relations avec Einaudi, l'éditeur italien. Et à cette époque, l'éditeur nous avait commandé des livres sur des sujets de controverses scientifiques. C'était à la mode, le thème des controverses. Et donc, François avait eu comme sujet les épidémies, et il devait faire pour Einaudi un livre sur l'épidémiologie du choléra de 1832. Et moi, j'avais la transfusion sanguine et les essais de transfusion au XVIIe siècle, puisqu'il y a eu des essais de transfusion de l'animal à l'homme en Angleterre et en France. Et à cette époque, j'avais été passionnée par l'argumentation autour de la possibilité de transfusion de l'animal à l'homme. Et il y avait toute une discussion dans Denis et Lower, l'anglais, sur la question du est-ce que c'est possible que le sang passe d'un individu à un autre? Est-ce qu'il n'y a pas nécessairement... alors, il faut que je fasse attention à ne pas faire d'anachronisme, de rejet, le mot rejet n'y est pas. Par contre, il est mentionné que la mère, dans son sein, quand elle est enceinte, elle a un bébé, un fœtus, qui a des choses du père. Donc elle héberge, là encore il faut reprendre les termes, parce qu'on est tenté de décrire ça en termes d'immunologie de la transplantation d'aujourd'hui, mais il y a clairement l'idée que la mère porte quelque chose qui lui est étranger, et pourtant, comme vous savez, ça marche. Ça marche que pendant un certain temps, à tel point qu'on a souvent décrit l'accouchement comme un rejet, mais un rejet qui, heureusement, ne survient pas au début, mais qui survient au bout de 9 mois. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était une idée extrêmement intéressante, parce qu'au fond, alors en le déguisant en termes contemporains, c'est toute la découverte de ce qu'on appelle la tolérance fœtale, qui est un sujet qui est actuellement très à la mode et qui est en train d'être... C'est pour ça que je trouve toujours qu'en tant que philosophe de la médecine, c'est intéressant de se tenir au courant des nouveautés, parce que ça réactive, et là je fais peut-être un péché d'anachronisme, des problématiques éteintes, mais qui reviennent à savoir que la mère porte un enfant qui a quelque chose qui n'est pas d'elle. Et pourtant, puisqu'actuellement l'idée qui plairait, qui intéresserait beaucoup Canguilhem, c'est que il y a une tolérance fœtale, mais en fait cette tolérance elle n'est pas absolue et surtout elle n'est pas uniforme, ce qui explique qu'aujourd'hui
on considère qu'il y a beaucoup de fausses couches dont personne ne s'aperçoit. La femme ne sait pas qu'elle est enceinte et il y a des ovules fécondés qui sont éliminés sans qu'elle le sache. Autrement dit, quelque part, la grossesse est une réussite, sinon exceptionnelle, du moins pas systématique. Parce que la grossesse est un processus, et ça me ramène à ma thèse, un processus dynamique, en permanence de possibilité, un équilibre entre des... Alors là, ça se traduit en molécules, en cellules, en récepteurs, etc., qui jouent, qui ont des polarités opposées. Et finalement, la grossesse n'est pas du tout un état paisible, avec une espèce de vide, et puis où le fœtus est comme préservé de tout. Il y a activement des forces antagonistes qui s'exercent autour de lui. Ah, qu'est-ce que j'aimerais discuter de ça avec Canguilhem. Et c'est là qu'on voit bien que la médecine telle qu'elle se développe aujourd'hui, avec ses progrès, etc., elle pose des questions dont on peut trouver l'ancrage dans la pensée philosophique et la médecine de l'Antiquité. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de votre relation à Dagonier, ce qu'il vous a apporté, et un deuxième point qui est important, de votre point de vue, qu'en est-il aujourd'hui de l'épistémologie historique telle que l'a pratiquée Canguilhem, et si vous voulez aussi évoquer quelques amis que vous avez eus parmi ceux qu'on appelle les élèves de Canguilhem. Voilà. En fait, Dagonier, ça a été très sympa. Canguilhem a perçu qu'il fallait quelque part qu'il authentifie et consolide la nouvelle position de Canguilhem, puisque c'était son héritier, pas Foucault. C'était Dagonier, son héritier. Donc, en 83, je crois que vous ne l'avez pas là, il a organisé ou fait organiser un colloque sur Dagonier qui était prévu pour exalter le personnage et l'œuvre de Dagonier. Et ça a résulté en un bouquin Chevrin, je crois, qui s'appelle Anatomie d'un épistémologue, François Dagonier, avec en plus une coquille sur le... C'était François Dagonet, franchement, sur la page de garde. Alors du coup, ils avaient collé un petit G, qui partait évidemment très vite. Non. Ça, c'est pas bien, pour vrai, franchement. Alors, on s'est réunis, donc c'était les élèves de Canguilhem. Alors, ça répond un peu à votre question de l'école de Canguilhem, qui avait été léguée à Dagonier. Donc, parmi les membres auteurs de ce livre, je ne me souviens pas de tous, mais c'est facile à retrouver, il y avait évidemment Claude Debru, il y avait Hugues Dufour, qui est un musicologue, il y avait, je devrais me le rappeler, Zimmermann, Francis Zimmermann, donc quelqu'un qui avait été quand même très différent des autres, puisque Zimmermann avait annoncé très tôt qu'il allait se spécialiser dans le sanskrit et la médecine ayurvédique, donc c'était un peu aussi loin que moi avec la médecine arabe, et en plus Zimmermann avait un peu soufflé tout le monde parce qu'il était parti en Inde. Vous voyez qui c'est, Francis Zimmermann? Ah ben ça fait partie aussi donc il faisait partie de l'héritage. Zimmermann a passé la grecque la même année que moi, et puis il est parti en Inde, où il est devenu le disciple d'un brahman. Il a appris le sanskrit et il a vécu chez lui, et alors il racontait tout ça, et je me souviens que Dagonier avait l'air de trouver que c'était quand même une expérience à la limite des rapports habituels dans une... Et Zimmermann, toute sa vie, a donc travaillé sur le sanskrit, les médecines douces, la médecine ayurvédique, etc., etc. Donc, il y avait une grande diversité dans le legs. Dans le legs, il y avait, c'est vrai que maintenant ça me revient, François Zouvi. Il y avait aussi Vigarello. Alors c'est pareil, Vigarello était une physionomie très originale, puisque Vigarello était prof de gym, et il était rentré à l'école, il y a une école supérieure, etc. Et donc, toute sa vie, il a écrit sur des choses, non pas de médecine, mais autour du corps, le propre et le sale, le vieillissement, enfin Et au départ, donc l'héritage de Canguilhem, des élèves de Canguilhem à Dagonier était très divers. Et Dagonier a eu beaucoup de mal.
à faire ce que Canguilhem, au fond, n'avait jamais fait, c'est-à-dire à transformer ce groupe en un groupe cohérent et convergent autour de sujets. Si vous imaginez donc Vigarello avec le sport, le corps, etc., Zimmermann avec la médecine ayurvédique, Azouvi, c'était la psychologie expérimentale. Il y avait également Ako, qui était un écologiste. Donc sur l'écologie, il y avait moi avec la médecine. Est-ce que j'oublie sûrement des gens? Donc c'était un groupe qui était hétérogène et Dagonier a commencé à comprendre qu'il fallait, puisque ça devenait la norme au CNRS, trouver aux gens un facteur commun. Et donc on a eu des réunions, je faisais partie de ce groupe, et on a eu plusieurs réunions, on essayait de trouver un centre commun. Et on n'y arrivait pas, parce que trouver un objet commun convergent entre des gens aussi différents, bon, il y avait... ça n'a en fait jamais marché. Et Dagonier, une fois, m'a fait une confidence que je cite avec un peu de gêne. Il m'a dit, vous savez, au fond, je ne crois pas à la recherche collective. Il me l'a dit. C'est-à-dire que chacun avait ses habitudes individuelles, et on le voit bien aujourd'hui, où, au contraire, on est très projet collectif, et où on essaye de faire rentrer les gens dans le lit de Procuste, couper, tirer, etc. On y arrive, mais c'est peut-être au prix, et ça c'est un sujet pour plus tard, au prix d'une... en élaguant ce que chacun pourrait donner, et certainement en restreignant les libertés. J'en reviens à mon problème. Et donc Dagonier a fait beaucoup d'efforts. Une année, on avait décidé de se centrer tous sur la sensation ou sur la sensorialité. Et puis tout le monde disait oui, et puis on éprouvait du mal à se mettre tous sur un thème commun sur lequel qui nous écarterait de nos intérêts propres. Et Dagonier ne mettait pas de forcing. Donc ce qui explique, si vous regardez, que je pense qu'il y a assez peu d'ouvrages collectifs. Dagonier a écrit jusqu'à sa mort presque un livre par an, mais à ma connaissance, alors que par ailleurs, je reconnais que des fois, moi-même j'aimais bien mon indépendance, mais qu'à un moment, je trouvais que ça aurait été bien quand même qu'on ait plus de cohérence, de concertation. Et la succession de la rue du Four, alors c'est là qu'on rentre dans les problèmes individuels, etc., a toujours été un peu délicate. Il y avait deux pôles à la rue du Four. Il y avait les maths, qui était l'héritage de Suzanne Bachelard, et puis il y avait l'héritage, la biologie et la médecine de Canguilhem. Et finalement, ça n'a jamais fonctionné très harmonieusement. Les successions, et puis il y a eu des choses qui ont été inattendues. Il y avait, comment il s'appelle, pendant que j'étais aux États-Unis, il y avait Céris, quelque chose comme ça, qui a dit... Pardon ? Jean-Pierre Céris. Voilà, qui a dirigé la rue du Four, et puis il est mort, je pense, de façon tout à fait prématurée, inattendue. Donc il y a eu aussi des traverses. Dans les années 90. Voilà, et donc j'ai même pas fait sa connaissance, parce que j'étais aux États-Unis à l'époque, et quand je suis rentrée, il est mort peu de temps après, et donc il y a eu beaucoup de difficultés pour maintenir, je pense, une cohérence doctrinale, etc. Mais peut-être, j'ai suivi ça de loin. Mais je pense qu'il y a eu un problème important. Et puis, Dagonier était lyonnais, donc il était quand même très proche de Lyon. Et ses élèves étaient en partie à Lyon. Et je pense qu'il n'y a pas eu véritablement d'école. Il y a eu une tentative pour faire un grand congrès, je me souviens, qui était avec Anne Fagot, qui se voulait un peu, c'est un congrès, je ne sais plus quand, dans les années avant 2000, pour un peu faire vivre et publier cette tradition philosophique qui dérivait de Dagonier et dont Anne Fagot pouvait être considérée un peu comme une des représentantes. Mais je pense qu'à aucun moment, mais peut-être que là il faudrait creuser avec les autres, ça n'a abouti à une certaine cohérence. Et c'est pour ça, paradoxalement, qu'avec aujourd'hui Céline et puis d'autres qui font revivre, ou Marie Gaille, etc., qui font revivre la pensée Canguilhem, je trouve qu'il y a probablement aujourd'hui une recherche de cohérence et d'homogénéité que je n'ai pas connue.
et qui est peut-être plus facile maintenant que tous ces gens sont des... en particulier Canguilhem, c'est une œuvre dont on peut s'emparer, c'est plus une personne autour desquelles gravitent des enjeux, etc. Et c'est peut-être plus facile maintenant qu'il y ait une école. Ce serait peut-être une de mes conclusions, qu'il y ait une école de Canguilhem alors que le maître n'est plus là et que ses principaux seconds ou lieutenants, comme vous voulez, bientôt ne seront plus là. Parce que de leur vivant, au fond, ils n'ont pas réussi à... Je pense qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas eu vraiment d'école de Canguilhem et certainement pas de Dagonnier. Mais ça, c'est... je m'avance à des choses auxquelles je n'ai jamais beaucoup réfléchi, mais qui qui sont évidentes, hein, parce que... Et quant à la rue du Four, bah, c'est à vous à savoir... il y a eu, pour les Muneaux, il y a eu Thomas Pradeux, qui est parti à Bordeaux. Et donc, il y a à un moment donné, Marc Daïron, qui a écrit sur les Muneaux, qui est un immunologiste qui s'est intéressé à la philo, dont j'ai préfacé récemment le livre sur les Muneaux, Éléments pour une nouvelle immunologie. Voilà, mais je ne vois pas émerger vraiment une école cohérente, etc. Peut-être parce que justement, par opposition à la rue, à l'école de Taton, c'était une école plus philosophique qu'historique, plus philosophique, plus médicale peut-être aussi parfois que biologique. Enfin, il y avait des différences, c'est sûr, entre les deux. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu, justement, ça a aussi gêné le fait qu'il y ait des rapports qui auraient pu se centrer justement sur la relation entre médecine, philosophie et histoire. C'est ça qui était un peu au cœur, beaucoup plus intéressant que les querelles de personnes. C'est ça qui aurait pu être au centre d'une collaboration ouverte et harmonieuse, qui n'a pas eu lieu. Est-ce que pour finir, vous pouvez nous parler de votre expérience CNRS, parce que vous aviez envie de témoigner sur le CNRS? Ben, le CNRS, pour moi, ça a été d'abord... alors, je suis vraiment pas correcte pour pas remercier l'ombre de Canguilhem et Dagonnier, parce que, donc à un moment donné, quand j'étais à Clermont, le département fonctionnait très mal, comme je vous ai expliqué, il avait été cassé en deux, les étudiants étaient pris en otage, l'ambiance était épouvantable. Et puis, finalement, ça s'est tassé parce qu'il y avait donc 2 départements de philo à Clermont, le ridicule total. Et puis, comme ça s'est quand même un peu tassé, puisque tout d'un coup, on s'est intéressé à moi, parce que j'étais dans un petit coin et je profitais de... Et tout d'un coup, on s'est aperçu que qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partait à Paris et elle était interne dans les hôpitaux parisiens. Donc, je m'arrangeais pour faire des cours sur 1 jour et demi. Et je m'arrangeais en médecine. Bon. Et tout d'un coup, on a découvert ça. Et ça a fait clash. Et j'ai été convoquée chez le doyen qui m'a dit j'apprends que vous exercez la médecine, en dehors du soupçon que ça me faisait une rentrée budgétaire importante, ce qui n'était pas vrai, comment pouvez-vous faire 2 choses qui à elles seules occupent plein temps? Et là, j'ai répondu, écoutez, il y a des femmes qui ont 6 enfants et qui sont à la fac, et ben c'est pareil. Bon. Et d'ailleurs, il s'est excusé, ça c'est un souvenir gentil, parce qu'on s'est revus avec le doyen longtemps après, il m'a dit « Ah, je suis désolé, je vous ai embêté, etc. » Mais j'ai senti que je ne pouvais pas rester à Clermont. Et à ce moment-là, c'est Dagonnier, qui a encore le côté magique de cette période mandarinale, qui m'a dit « Il faut que vous veniez au CNRS ». Et donc, je ne sais pas comment ça s'est fait assez facilement. Je suis rentrée au CNRS en 78. En 78. Et ça, je ne peux dire qu'une chose, c'est que c'était fabuleux. Parce que c'était encore une fois la liberté, c'est-à-dire que j'avais presque fini mon internat. J'ai fini mes 4 ans d'interne, et après, j'ai été à la fois chercheur au CNRS et vacataire, attaché en parasitologie à l'hôpital Henri Mondor. Voilà, donc ça c'était... bon. Et puis, ça s'est bien passé parce qu'au CNRS... D'ailleurs, je crois que Dagonnier m'avait dit un truc du genre « Vous ferez ce que vous voulez ».
Et je n'avais pas ça, je demandais que ça. Et donc, le CNRS, ça a été merveilleux. Maintenant, le CNRS, l'inconvénient de tout cela, cette liberté dont je n'ai pas, je pense, abusé, avait comme contrepartie un éclatement, un manque de collaboration et peut-être un manque de visibilité dans la production, dans les échanges. Et je pense qu'on est passé d'une extrême à l'autre. On est passé d'une thébaïde, parce qu'il faut bien le dire, il y avait sûrement des gens au CNRS qui ne faisaient rien du tout, et qui touchaient leur salaire. Il fallait beaucoup, beaucoup d'années et de temps pour que tout d'un coup on découvre ce qu'on a découvert, qu'il y avait des gens qui faisaient rien, qui écrivaient rien. Alors on est passé progressivement de cet état de grande liberté dont peu de gens usaient mal. Mais effectivement, il y avait sûrement des gens qui ne faisaient rien. C'était vrai aussi à l'INSERM, moins, parce que l'INSERM, c'est des labos, c'est des hôpitaux, etc. Et puis, on est passé à l'idée qu'il faut enrégimenter la recherche, et puis surtout, il faut trouver des financements. Donc, qui dit trouver des financements, dit trouver beaucoup de temps pour organiser des choses collectives, pour déposer des projets multisites avec des ancrages dans 4 ou 5 pays. Et là, c'est vous qui connaissez ce fonctionnement d'aujourd'hui. Donc, on est passé d'une extrême à l'autre. Quand j'ai écrit le petit bouquin que vous avez là, je l'ai fait avec mon ami Pierre Chuvin, qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui était mon ancien petit camarade de Cagnes, et qui est devenu un grand spécialiste de l'Antiquité grecque et orientale. Et je me souviens, on a écrit ça, et là encore, on voit bien comment les choses ont évolué, parce qu'au début, ça n'a pas plu, ce livre. On m'a dit « Oh, elle a fait un guide de tourisme ». En fait, c'est un livre très sérieux, et peut-être que justement, on ne l'a pas fait. Il aurait fallu qu'on fasse un double de ce livre en expliquant toutes nos références, le côté travail de fond. Pierre était quand même un très grand... Il est mort il y a quelques années. Un très grand, il a failli être prof au Collège de France pour l'Antiquité. Bon, c'est toute une histoire intéressante. Mais donc... on m'a dit, mais comment tu as fait pour trouver, puisqu'on est allé, on a voulu refaire l'itinéraire de l'Édé Montaigu, qui était allé de l'Angleterre à Istanbul, et on est allé, on a refait toutes les étapes pour essayer de voir à chacun des étapes qui elle avait vu, trouver des archives, etc. Donc on a fait un gros travail. Et on m'a dit, comment tu as fait pour trouver les fonds? Ah ben j'ai dit, c'est très simple. Je suis allée à l'agence de tourisme la plus proche, j'ai pris des billets de ma poche et on a tout financé de notre poche. Bon, il y a un autre exemple, c'est Daniel Panza qui a écrit un livre sur les lazarets en Europe. Et donc chaque année, il emmenait sa famille dans un lazaret, enfin à côté d'un lazaret, et pendant un mois, il en profitait pour aller voir les archives, etc. Donc chacun avait sa petite façon de résoudre le problème des sous. Et comme vous savez maintenant, d'emblée, on demande des sommes très importantes pour justifier des voyages, des missions, des hôtels, des réunions. Et donc du coup, ça devient une machine très lourde. Et là encore, je trouve qu'il faudrait trouver un intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois place pour des grands projets, comme on dit, vous savez, les grands instruments, les grands ceci, les grands cela, et puis des petits projets lestes, rapides, parce que tout ça a quand même un coût et aussi une lenteur. J'ai accédé un peu sur le tard à des missions d'expertise qui n'étaient pas du tout dans mes projets au départ, mais l'âge venant, etc., j'ai fait des expertises et en particulier, j'ai été experte pour l'IRD, parce que j'ai travaillé pour l'IRD, donc ça n'a rien à voir avec Canguilhem, l'Institut de recherche pour le développement ex-Orstom. Et là, j'ai été expert pour voir qu'est-ce qui résulte des financements qui sont attribués à la recherche. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une déperdition d'argent et d'énergie considérable, parce qu'entre le temps où le projet est déposé, le temps où le projet est approuvé, le temps où il est financé, il s'écoule 1 an, 2 ans.
Entre-temps, les étudiants qu'on a recrutés, ils sont partis, on les a perdus. Et donc, il y a une déperdition d'énergie. Et l'expertise qui nous a été demandée a encore aggravé, parce que cette expertise, elle a demandé du temps et de l'argent, etc., etc., même si je crois me rappeler que c'était bénévole. Mais on a aussi eu des expertises qui ont été demandées à des cabinets de consultance qu'on a payés. Bon, alors tout d'un coup, il y a un monde d'argent, de trucs, du gaspillage, et pour moi, le résultat, il est... Et puis les difficultés de décaissement des sommes, etc. Surtout quand on joue sur des abos qui sont sur plusieurs pays. Alors là, ça devient, il faut faire des études qui ressemblent plus à des études budgétaires, des études d'économie, pour lesquelles je n'ai pas d'appétence et surtout aucune compétence. Alors du coup, on doit inclure des gens qui sont spécialistes de ces questions, et tout ça alourdit considérablement la recherche, aboutit aussi à des choses que je trouve dommageables, à savoir des duplications de recherche. Parce que du même coup, je trouve qu'il y a beaucoup en sciences sociales, par exemple, beaucoup de recherches qui se répètent, puisque chacun tire dans son coin et chacun veut faire un machin. Et donc, pour mettre le doigt sur des papiers importants, ça devient difficile. Rappelez-vous que l'œuvre de Canguilhem, elle n'est pas importante. En termes de pages et de densité, bon, elle est dense, mais elle n'est pas... il a très peu publié, il a pratiquement pas publié en anglais, difficile à imaginer maintenant, etc., etc. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même une leçon à tirer, mais je pense qu'on n'y arrivera pas, parce que on est embarqué dans un sillage qui est certainement défavorable, parce que, alors un dernier point sur Dagonier ne parlait pas anglais, je pense même qu'il ne le lisait pas. Et quand je suis partie en Allemagne, on a eu, alors là, pour le coup, un rendez-vous au café où je lui ai dit que je partais en Allemagne, que j'étais très contente, et de même qu'il m'avait dit autrefois qu'il ne croyait pas au travail, à la recherche collective, il m'a dit, vous savez, je ne vois pas l'intérêt de partir à l'étranger. Et là, je me souviens, alors là, j'étais ahurie, parce que pour moi, à l'étranger, j'ai passé 4 ans aux États-Unis, 6 ans en Égypte, j'ai travaillé au Yémen, enfin bref, pour moi, c'était étranger, Il m'a dit, je ne crois pas, je pense que ça ne sert à rien de partir à l'étranger. Et là, respectueuse de mon patron quand même, j'ai rien dit, mais je me revois, on était à l'Angle, à côté, à Saint-Germain-des-Prés, et je me souviens de me ah mais c'est contraire à tout, voilà.